Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le déploiement des forces de la paix au Kosovo avec à Pristina cette cohabitation délicate entre les troupes russes qui contrôlent l'aéroport et les forces britanniques. Négociations difficiles autour d'une zone militaire que réclame Moscou. Madeleine Albright refuse l'idée d'un secteur russe au Kosovo. Et puis à Pristina toujours les premiers incidents avec la mort d'un policier serbe. Aujourd'hui, l'entrée des troupes américaines et allemandes. Les élections européennes, les bureaux de vote ne ferment qu'à 22 h, mais voici l'estimation du taux d'abstention. Selon l'IFOP, 53% des Français ne se sont pas rendus aux urnes, c'est pire qu'en 94. Le bac 99, première épreuve, la philo, pour 636 000 candidats. Veillée d'armes ce soir pour tous ceux qui vont plancher demain. Et puis, fabuleuse découverte en Égypte d'une nécropole datant de l'époque gréco-romaine. 200 momies recouvertes d'or en plein désert. Près de 24 heures après l'entrée des premières troupes britanniques à Pristina, la cohabitation avec les soldats russes qui ont pris de vitesse les forces alliées reste délicate. Quelques 1600 soldats britanniques continuent d'investir la ville. Sur leur route, les blindés du contingent anglais ont croisé des soldats serbes, pour certains toujours en armes, alors qu'à l'intérieur même de la ville, les militaires yougoslaves évacuent des bâtiments officiels, détruisant leurs documents. Envoyés spéciaux Thierry Tullier, Bruno Géraudon. Embouteillage gigantesque sur la route de Skopje à Pristina. Il y a là des milliers d'hommes de la KFOR qui viennent renforcer les éléments précurseurs. Quelques véhicules yougoslaves retardataires. Et puis des civils. Un nouvel exode, serbe cette fois-ci. La plupart sont de Prizren, une ville du sud du Kosovo. On n'avait plus aucune protection car notre police et notre armée sont partis. Et Lušeka est dans la forêt à côté. Le long de la route, les habitants serbes du village de Čaglavica dissimulent mal leur colère. Comment je les vois? Comme une force d'occupation. Comment peuvent-ils dire qu'ils garantissent la sécurité alors qu'ils nous ont bombardés? Les blindés britanniques qui ont pris le contrôle de Pristina dans la matinée sont prévenus. Dans les secteurs serbes, ils ne seront pas les bienvenus. Cet après-midi, les paras britanniques ont commencé leur patrouille dans les rues de la ville. Le face-à-face est parfois étonnant. Ici, une ambulance de l'armée yougoslave est contrôlée. Ses occupants sont sommés d'obéir aux injonctions. Un incident mineur qui se termine bien, mais ailleurs à Pristina, la fin de journée a été plus tendue. Les Britanniques ont tiré, tuant un policier yougoslave, alors les patrouilles redoublent de vigilance. Oui, il y a quelques tirs en ce moment en ville. Mais si vous voulez parler de l'incident, allez vous renseigner là-bas. Une nouvelle maison brûle à Pristina. Dans leur fuite, les paramilitaires serbes n'ont pas fait de détails, comme si pour eux, il n'y avait pas de retour possible. Et en effet, à Pristina, la situation s'est tendue en milieu de journée avec ces premiers incidents. Des parachutistes britanniques pris sous le feu d'un policier yougoslave ont répliqué. Ils ont tué ce policier serbe. Et puis, selon des sources non confirmées, 2 attaques auraient été commises, toujours à Pristina, par des membres de l'UÇK. Rejoignant en direct de Pristina Thierry Tullier, ces premiers accrochages illustrent bien les difficultés à venir avec les membres de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, qui ne sont pas désarmés. Oui, effectivement, en fait, la situation est très complexe pour les soldats de la KFOR, puisque non seulement il n'a pas été question de désarmer les soldats, les policiers, les civils yougoslaves qui sont tous armés, mais c'est vrai que les conditions de désarmement des combattants de l'UÇK ne sont pas très claires. Et ce flou, en fait, pousse d'une certaine manière les civils serbes à fuir le Kosovo
et les autres à continuer à s'armer, à garder leurs armes et à provoquer toute une série d'incidents, car en fait ils n'ont pas confiance dans la KFOR. Je crois que c'est sans doute là le défi pour les prochains jours, et notamment pour les éléments britanniques qui se sont déployés à Pristina. Il faut qu'ils démontrent qu'ils sont capables de maintenir la paix, de maintenir une distance équitable entre les Serbes d'un côté et les Albanais de l'autre. Et c'est un travail considérable, puisque les Serbes ont un a priori plutôt défavorable, et c'est un euphémisme, à l'encontre des éléments de la KFOR. Merci Thierry Tullier. Venons-en aux négociations au plus haut niveau entre Moscou et les forces alliées. La Russie, vous le savez, entend jouer un rôle prédominant au Kosovo, et ses troupes qui contrôlent toujours l'aéroport de Pristina en sont le symbole tout au long de la journée. Des informations souvent contradictoires faisaient état d'un côté de l'obtention d'une zone russe au Kosovo, information contredite par le secrétaire d'État américain Madeleine Albright, qui affirmait en fin de soirée qu'il n'y aurait pas un secteur militaire russe dans la province serbe. Le point, Anne Porcinet. Un char russe barre la route dans la zone de l'aéroport de Pristina. Or, c'est justement par là que devait passer ce convoi de camions-citernes français, appui logistique de la KFOR. Les Français sortent les cartes et en anglais tentent d'expliquer. Face à eux, les Russes, polis mais fermes, concluent que cette zone est à eux et que personne n'y entre. Le convoi fait demi-tour. Ce type de problème n'était évidemment pas prévu dans les plans de déploiement de la KFOR. Officiellement, il s'agit pour les militaires d'incidents mineurs. Ce n'a pas d'impact sur le déploiement de nos troupes ou sur nos différentes activités. Donc, c'est au niveau politique que ce problème doit être réglé. Seulement au niveau politique, comme au niveau militaire, les Américains sont placés devant le fait accompli. Et ce matin à Moscou, le numéro 2 de la diplomatie américaine, Strock Talbot, finit par accepter ce que Washington refusait jusqu'alors, une zone russe au Kosovo. Il semble indiscutable que la Russie doit avoir une zone dans laquelle sa responsabilité serait plus évidente pour le monde entier. Mais la situation est suffisamment confuse pour que Madeleine Albright contredise son adjoint en refusant toute idée d'une zone russe. Ils ne peuvent pas avoir leur propre secteur, car ce que nous voulons éviter et ce que nous éviterons, c'est la partition du Kosovo, et une telle décision y contribuerait. Finalement, il a fallu que l'affaire remonte au niveau des chefs d'État. Bill Clinton et Boris Eltsine se sont entretenus au téléphone à propos du petit contingent russe de l'aéroport à la présence si problématique. Ils sont convenus tous les deux de demander à leurs commandements militaires respectifs de trouver une formule acceptable. En direct de Moscou, Gilles Rabin, apparemment les Russes pensent avoir gagné une première manche dans cette bataille autour du règlement du conflit au Kosovo. Est-ce que Moscou ne crie pas victoire un peu trop tôt ? Comme vous venez de le dire, Béatrice, ce n'est qu'une première manche. La Russie n'a gagné que sur le principe. Elle voulait avoir un secteur, elle aura une zone. Et si vous essayez de savoir quelle est la différence entre un secteur et une zone, on vient de le voir. Selon le numéro 2 américain, c'est une région, une partie du Kosovo où la responsabilité de la Russie sera claire et visible, ce qui pourrait satisfaire les Russes. Mais selon le numéro 1 de cette même diplomatie américaine, Madeleine Albright, c'est une simple zone où les Russes travailleront sans avoir leur propre secteur. Ce qui ne mettrait pas la Russie au même niveau que les autres pays, en particulier que au même niveau que les 5 pays qui ont la responsabilité d'un secteur au Kosovo. Alors une solution sera trouvée, peut-être demain, dans le prochain coup de fil entre Boris Yeltsin et Bill Clinton, mais il se pourrait bien en effet que la Russie ait crié victoire un peu vite. Merci Gilles Rabin de ces précisions. Venons-en à cette image hautement symbolique, celle de l'entrée du tout premier convoi humanitaire de l'ONU au Kosovo. Il s'agit de camions chargés d'aide d'urgence, nourriture, couverture, médicaments destinés aux populations autour de Pristina. Ce convoi, accompagné de représentants de plusieurs organisations humanitaires, aura également pour mission de rendre compte de l'état des lieux sur place. Nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Raymond Chaplard ont suivi la route du retour pour ces premiers réfugiés albanais qui ont décidé, malgré les consignes de sécurité, de rentrer chez eux au Kosovo. L'émotion de retrouver les siens et puis la détresse devant les ruines de leur village. Le geste de la victoire devant un drapeau yougoslave en chiffon. L'heure est à la paix mais aussi à la haine, celle qui pousse un homme à brûler le drapeau ennemi. Ces réfugiés s'étaient promis d'emboîter le pas aux forces de l'OTAN. Pour eux, ce sont les tout premiers pas au Kosovo, après 2 mois dans les camps. Pour nous, c'est la victoire et la liberté. Le peuple va être enfin libre et va pouvoir rentrer au Kosovo. Impatients, ils poursuivent leur route, pas le temps de nous parler, juste celui de bénir la présence de l'OTAN.
Nous sommes sur la route qui mène à Pristina. À une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Macédoine se trouve le village de Ferizaj. Ici aussi, les Serbes ont incendié des dizaines de maisons. C'est là que nous retrouvons Recep et Nuri. J'arrive pas à réaliser que je suis rentrée. J'arrive pas à y croire. Ils croisent tout d'abord des voisins. Chacun n'en revient pas de retrouver l'autre vivant. C'est le plus beau jour de ma vie. Et en plus, au Kosovo libre. Un peu plus loin, les deux frères retrouvent leur oncle, leur cousin et leur tante. C'est la Renaissance. On ne pensait pas se retrouver tous vivants ensemble ici. C'est la fin du cauchemar. On a retrouvé nos fils et on a des nouvelles du reste de la famille qui est toujours réfugiée à Skopje. On est tellement heureux que ce soit la fin de la guerre. La famille emmène Recep et Nuri dans la cave de la maison voisine pour leur montrer là où ils ont passé 2 mois, avec la peur, avec les bombes, avec les Serbes qui les encerclaient. On ne pourra jamais revivre avec les Serbes. Ils ont trop de sang sur les mains. Ils ont fait trop de massacres. Sous le choc du retour, ces désormais anciens réfugiés vont devoir réapprendre le quotidien sans la guerre. Mais d'abord, retrouver toute une famille. Le retrait des troupes serbes se poursuit. Le retour des soldats chez eux, à la maison, accueillis avec enthousiasme et soulagement par leurs familles et leurs amis. Des images de la paix retrouvées pour ces militaires qui ont quitté le Kosovo. Partons à présent pour cette zone de Peć que les troupes de la KFOR n'ont pas encore investie. Maryse Burgot et Gilles Jacquier sont entrés dans cette région encore aux mains des forces serbes qui continuent leurs exactions. Là-bas, la guerre n'est pas finie. Nous nous attendions à tout sauf à cela. Des hommes et des femmes du nord-ouest du Kosovo tranquillement occupés à leurs travaux des champs. Ils ne sont ni serbes ni albanais, ils sont slaves musulmans. Pendant les 2 mois et demi de guerre, ils ont été les alliés des Serbes. Des collaborateurs en somme, dont toutes les maisons ont été épargnées par les troupes de Slobodan Milosevic. Regardez là-bas, tout est en train de brûler. À 2 pas de leur propre maison, quelques habitations albanaises sont en feu. La zone est encore totalement sous le contrôle des paramilitaires serbes qui achèvent leur travail de destruction. Les troupes de l'OTAN ne sont pas encore arrivées. Mais ces Slaves musulmans qui ont pu continuer à cultiver leurs terres ont aussi été capables de compassion. Ils nous emmènent, à l'insu des Serbes, vers le village albanais de Dubovo, totalement brûlé. C'est un homme qu'ils veulent nous présenter, un vieillard albanais qu'ils ont caché, protégé des Serbes pendant toute la durée de la guerre. J'ai vu les Serbes tuer beaucoup de gens. Je suis resté caché sous des planches en attendant. Je les ai vus tuer mon voisin. Ma famille a fui et je n'ai aucune nouvelle d'eux. Je suis resté là pendant tout ce temps. Lorsque nous partons, le vieil homme retrouve son abri sous une tente improvisée au milieu des ruines de sa maison. Il ne sortira de là que lorsque les troupes de la KFOR arriveront. À quelques kilomètres de ce village, la ville de Peć, où là aussi des maisons brûlent encore. Une ville symbole parce qu'elle est le siège de l'orthodoxie serbe. Toutes les maisons et magasins albanais du centre-ville ont été détruits. Ces images ont été tournées en se cachant des forces serbes qui pillent encore en ville. Les Italiens de la KFOR chargés de cette zone n'arriveront ici que dans quelques jours, mais déjà plusieurs milliers de civils serbes fuient la région. Sur les hauteurs du Kosovo, une file ininterrompue de voitures et de camions chargés de meubles. Ils roulent vers le Monténégro ou la Serbie. Et malgré l'orage,
Malgré les nombreuses pannes d'essence dans cette région en pleine pénurie, ils affichent un certain cynisme. Les Albanais pleuraient en partant, mais nous on rigole. Plus loin, un couple de militaires de l'armée fédérale, eux aussi en fuite. Il nous dit avoir été trahi par Slobodan Milosevic qui a bradé le Kosovo aux forces de l'OTAN. Ces Serbes en fuite reviendront-ils un jour dans cette région du Kosovo? Le travail des Italiens de la KFOR consistera aussi à préparer leur retour, mais il leur faudra d'abord aider les Albanais à pardonner. Depuis hier matin à l'aube, les troupes de la force de paix sont donc entrées en action et ont continué tout au long de ce week-end leur déploiement au Kosovo, avec aujourd'hui l'arrivée des Américains et du contingent allemand qui ont à leur tour franchi la frontière. Isabelle Stess. Voici l'avant-garde du contingent américain. Une trentaine de chars et blindés qui sont entrés en début d'après-midi au Kosovo. Direction Gnilane, c'est là, dans le secteur est, que les 7000 soldats américains installeront leur quartier général. Comme les Américains, les Italiens de la brigade Garibaldi avançaient aujourd'hui sur la grande route qui mène à Pristina. La plupart des soldats de l'OTAN prennent la direction du chef-lieu du Kosovo avant de rejoindre leur zone, car c'est le seul axe qui permet de circuler en toute sécurité. Le contingent italien au complet rejoint actuellement Peć, 5000 hommes dans le secteur ouest. Côté britannique, 800 parachutistes sont arrivés aujourd'hui. Leur mission, sécuriser la ville de Pristina. Au Kosovo, le contingent britannique compte déjà 6000 hommes sur les 8500 qui vont se déployer au centre de la province. Derrière les premiers éléments français aéroportés, il aura fallu plus de 24 heures aux troupes au sol pour parcourir une cinquantaine de kilomètres et atteindre Gnilane. Ce n'est que la première étape car les 3200 Français de la KFOR doivent maintenant rejoindre Mitrovica dans le secteur nord. Enfin, les Allemands sont entrés dans le vif du sujet aujourd'hui. Ils ont dû s'interposer entre Serbes et Albanais à Prizren. Les premiers soldats de la Bundeswehr sont arrivés hier soir. Au départ de la Macédoine, le reste du contingent fait route actuellement depuis l'Albanie. Ils seront 5000 hommes dans la zone sud. Et en effet, venant d'Albanie, les premières unités de reconnaissance de l'armée allemande sont donc entrées au Kosovo. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les troupes allemandes sont déployées en Yougoslavie. Des soldats de la Bundeswehr accueillis en libérateurs. Richard Binet, Philippe Luzzi. Une colonne de 250 blindés sur une route de montagne, 3000 hommes en armes. Le premier contingent allemand de la KFOR s'avance vers le poste frontière de Morina, au nord de l'Albanie. À Kukës, la principale ville de la province, ils sont accueillis en libérateurs. Ce sont les premiers soldats de la force de paix qu'on voit ici. Leur objectif, Prizren, au sud du Kosovo. Car pour ces Albanais qui ont tous un père, un frère ou un ami de l'autre côté de la frontière, la victoire de l'OTAN, c'est aussi la leur. Même pour une vieille femme comme moi, c'est un jour extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Vive l'OTAN! Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux. On va retrouver notre liberté. On est enfin réunis avec nos frères du Kosovo. Tout ça, la guerre, c'est fini. Sur la route qui mène au poste frontière, le camp des Italiens. Les réfugiés se précipitent, le convoi doit s'arrêter. Pour nous, c'est vraiment un moment historique. Cette fois, on y croit vraiment, on va enfin pouvoir rentrer chez nous. Au poste frontière de Morina, les soldats allemands tentent de stopper les réfugiés qui, déjà par centaines, tentent de rejoindre leur village, sans se soucier des dangers qu'ils encourent. Regardez-les, ils passent à travers les champs. Mais tout est miné ici et c'est pourtant notre responsabilité que d'assurer leur sécurité. Alors que de nouveaux renforts du contingent allemand continuent d'affluer à la frontière, la situation est loin d'être stabilisée à Prizren. Dans les faubourgs de la ville, les accrochages sont fréquents entre les forces serbes et l'armée de libération du Kosovo. Voyons maintenant ces salves de joie qui ont accueilli la colonne des troupes françaises arrivées en début d'après-midi à Giljan dans le sud-est du Kosovo, accueillis là aussi en libérateurs. Les soldats du 21e régiment d'infanterie de marine poursuivent leur progression alors que les Serbes continuent leur retrait. Benoît Duquesne, Philippe Jasmin.
Nous arrivons dans les faubourgs de Guilané. C'est l'objectif que se sont fixés les Français sur leur axe de progression. C'est la première ville qu'ils traversent, leur premier vrai contact avec la population. Ok. Serbiano ou albanais? Albanais. Ça fait plaisir, ça montre au moins on se sent utile et puis on voit qu'on a fait œuvre utile. Et plus on approche de la ville, plus les gens sont nombreux pour ovationner les troupes françaises, l'OTAN, les Américains et leur liberté retrouvée. Tous sont albanais malgré la peur, les menaces, les pillages. Ils sont restés pendant 2 mois et demi chez eux, sans sortir ou presque. Ceux en tout cas dont la maison n'avait pas été brûlée. J'étais là dans ma maison en village ici. J'ai vu ma maison brûlée, tout détruit. Aussi les maisons des voisins là sont tout détruites. Où est-ce que vous étiez réfugié alors? Ici en ville. En ville c'était plus calme? C'était plus calme, oui. Qu'est-ce que vous espérez maintenant pour la suite? Maintenant, on va construire tout ce qu'ils ont détruit. On va vivre notre vie, tout libre. Avec les Serbes aussi? Ça, je sais pas. Je sais pas. Au PC français, le général Cuche vient d'arriver pour se rendre compte de la bonne avancée de ses troupes, bien sûr, mais aussi pour aller rencontrer les militaires serbes et discuter de la suite des opérations. Je m'étais fixé un objectif. Cet objectif, c'était de rentrer dans cette province déchirée à l'heure voulue, c'est-à-dire au déclenchement de l'opération et en sécurité. J'ai le plaisir de voir qu'à la fin de la première journée, nous avons rempli parfaitement cet objectif. En fait, les Français auront mis 2 jours pour atteindre Guilané après une journée perdue à déminer la piste qu'ils devaient emprunter. Mais ce n'est pas une course de vitesse, disent-ils, ni une conquête, mais un plan de paix qu'on applique étape par étape. Toute la journée, des scènes de liesse se sont déroulées devant cette école qui sert de PC avancé aux troupes françaises, juste avant cette ville de Guilané, comme on dit en serbe, ou plutôt de Djilan, comme on dit en albanais. Les Français resteront ici 2-3 jours, le temps que les troupes américaines arrivent pour les relever, et surtout le temps que les troupes serbes se retirent, puisque nous sommes juste à côté de l'un de leurs axes principaux de retrait vers la Serbie. Et puis, passé ce délai, eh bien, les Français continueront leur progression vers le nord du Kosovo, c'est-à-dire vers la zone qui leur a été confiée. Et puis pour clore ce chapitre consacré au Kosovo, cette information qui nous fait part de l'envoi d'experts légistes du FBI, 25 scientifiques chargés d'examiner les sites où auraient été commis des massacres, arrivant dans les jours qui viennent. Leur tâche sera de réunir des preuves sur d'éventuelles découvertes et de les fournir au tribunal pénal international. L'autre grand titre de l'actualité, l'Europe vote aujourd'hui. En France, plus de 40 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. On redoutait un taux d'abstention particulièrement élevé. Voici à 20 h l'estimation de l'abstention. 53% des Français ne sont pas allés voter. C'est pire qu'aux dernières élections européennes en 1994, où le taux d'abstention était de 47%. En 1989, l'abstention était de 51,3%. Je vous rappelle que les bureaux de vote ne ferment qu'à 22 h. Il s'agit donc bien d'une estimation. Depuis 8 h ce matin et un peu partout dans le pays, les Français, ou du moins certains Français, ont voté. Parmi eux, bien sûr, les têtes de liste et sous les flashs des photographes, l'entrée dans l'isoloir de Jacques Chirac ou de Lionel Jospin. Photo instantanée, Michael Darman. La question s'est beaucoup posée pendant la campagne. Jacques Chirac pourra-t-il additionner les voix de droite le soir du scrutin? En attendant, ce matin en Corrèze, le président de la République tentait d'additionner en sa main les listes pour l'isoloir. Pas toujours facile. Monsieur le Président de la République a voté. Jospin, Lionel, 540. Entre la Corrèze et la Haute-Garonne, la différence tient dans l'accent et dans les enjeux de cette journée pour Lionel Jospin. Distancer les listes de droite et faire sécher sur pied les journalistes avides d'informations. Cela dit, vous devez voter tôt. Contrairement à votre habitude, vous votez. À Neuilly, Nicolas Sarkozy, lui, vote en famille et innove. Il ne prend qu'un seul bulletin et laisse l'isoloir ouvert. Presque un message, tirer le rideau et s'isoler. Manifestement, Nicolas Sarkozy écarte cette perspective. Finalement, leur devoir électoral, ils l'ont tous accompli de la même manière.
Sourire, bulletin dans l'urne et pose photo. Les gestes augustes de l'électeur célèbre. Un rituel qui pourrait bien subir quelques transformations, car la machine électronique arrive, expérimentée aujourd'hui à Bordeaux. Pour faire son choix, on appuie sur un bouton et à la fin de la journée, les résultats sont directement imprimés sur ce ticket. Bref, c'est un bureau de vote dans une valise et voilà notre vie civique qui entre à son tour dans l'ère informatique. Et en direct de Bruxelles, Christian-Marie Monod, la France apparemment à l'image d'une grande partie de l'Europe n'a pas su mobiliser ses électeurs. Vous avez l'estimation du taux de participation de nos voisins européens et je crois que ça n'est pas trop brillant non plus. C'est effectivement la même photographie pour l'ensemble des pays européens, sauf bien sûr les pays où le vote est obligatoire, comme la Belgique, le Luxembourg ou la Grèce, où la participation sera de l'ordre de 80-90%, il n'y aura donc pas de surprise. Pour les autres pays, disons que parmi les bons élèves, l'Italie, avec peut-être la Finlande et l'Allemagne, sont parmi les pays qui se détachent du lot des bons élèves. Parmi les cancres de la classe européenne, la Grande-Bretagne, la Hollande et le Portugal. On a préféré choisir en effet les plages. Disons que ces élections constituent tout de même un test pour la gauche européenne, au pouvoir dans 13 des 15 pays européens, et qui contrôle le premier parti au Parlement européen. Mais avec seulement 13 sièges d'écart avec le Parti libéral, eh bien, le taux de participation sera certainement un élément clé de cette soirée. Merci Christian-Marie Monod. La nouvelle Assemblée européenne qui sortira du scrutin ce soir va investir en juillet prochain pour sa session de rentrée son nouveau siège à Strasbourg, un édifice flambant neuf à l'architecture épurée. Visite guidée Christine Beauce, Sylvain Gauthier. La famille européenne s'est agrandie. Exit le bâtiment forteresse du Conseil de l'Europe que les députés européens squattaient jusque-là. 60 mètres de passerelle à franchir et le 20 juillet prochain, les 626 nouveaux députés européens prendront possession de leur Parlement européen à Strasbourg. Un élégant et majestueux bâtiment de 220 000 mètres carrés en verre et en béton, censé symboliser la démocratie en mouvement. Ça tombe à un bon moment, le Parlement prend de l'importance, il a besoin d'un bâtiment aussi symbolique, qui le représente, qui soit compris, dont il puisse être fier, que les gens viennent le voir et verront quand même un peu ce qui s'y passe. Et ça deviendra une espèce de grande chambre d'écho. Dont le cœur battra ici, dans cet hémicycle de 750 places, au rythme des 11 sessions plénières annuelles. Tous ces éléments blancs. L'ensemble, véritable ville dans la ville, offre 29 salles de réunion, 3 restaurants, 4 bars, une salle de presse et plus d'1 millier de bureaux pour un coût total de 3 milliards de francs. C'est le prix du symbole voulu par la France qui a toujours refusé le toute Europe à Bruxelles. Une façon de tenter de mettre un terme à ce que l'on a appelé la bataille du siège du Parlement européen. À Varsovie, le pape Jean-Paul II, apparemment en pleine santé après sa chute accidentelle hier, a célébré une messe devant plus d'1 million de fidèles. Le Saint-Père a béatifié 108 martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Le bac 99, veillée d'armes pour les 636 000 candidats qui plancheront demain matin sur la très redoutée épreuve de philo. Je vous propose ce portrait croisé à Nice de ses parents qui sont tous les deux enseignants et correcteurs. Leur fils passera lui l'épreuve littéraire demain. Stéphane Auman, Nadine Picard. Cette année, toute la famille Tiberti passe le bac. Adrien, 17 ans, est en terminale littéraire. Henriette, sa mère, corrige des copies d'histoire géo. Alain, son père, prof également, surveille des oraux. Le plus assidu dans ses révisions, c'est Adrien. Pour lui, la philo, c'est coef 7, pas le droit à l'erreur, surtout s'il veut une mention, 15 jours qu'il ne quitte plus sa chambre et qu'il dort mal. Je crois que je me sentirai jamais prêt. Même à 8 heures, quand il distribuent les sujets, je me dirais, mais t'aurais pu réviser plus. Et donc, j'ai pas la peine de s'inquiéter pour ça, quoi. Est-ce que tu as des trucs pour te déstresser? Manger les ongles, mais bon, quand il y en a plus, il y en a plus. Hein. De leur côté, les parents n'ont pas grand-chose à préparer. Alain Tiberti note bien quelques questions de géo à poser aux oraux, mais eux, les programmes, ils les connaissent par cœur. Faut dire, nous, c'est quand même pas notre premier bac. Hein. Ça en fait une bonne trentaine, depuis le premier personnel jusqu'au bac par procuration. Mais c'est vrai que on s'inquiète un peu pour lui, comme on s'est inquiété pour notre fille 3 ans plus tôt, et comme on s'inquiète de toute façon pour nos élèves. Mais enfin, si on devait stresser comme on peuvent le faire les élèves, il vaudrait mieux changer de métier, quoi. Pour nombre des 636 000 candidats de cette année, le bac est plus qu'un examen. C'est comme un symbole, la fin de l'enfance, l'accès aux études supérieures et à une nouvelle vie.
Après le bac, je vais partir en prépa à Paris, loin de chez moi. Et voilà. Ça te fait peur? Pas trop pour l'instant, parce qu'il y a encore les vacances, mais après, pendant les vacances, j'aurai le temps d'avoir peur, quoi. En attendant les vacances, les Tibertis seront vraiment mobilisés la semaine prochaine. Comme les 110 000 correcteurs et examinateurs, ils donneront des angoisses à tous les candidats. Ils auront quelques jours pour annoter des paquets de 80 copies anonymes et ils songeront que pour eux aussi, à la rentrée prochaine, rien ne sera plus comme avant. Oui, ce mot à propos du reportage sur le bac philo que nous avons diffusé hier soir, il s'agissait bien de sujet du bac de l'an dernier. C'est une précision qui a son importance. Nous avons reçu beaucoup de coups de téléphone. Le salon du Bourget, ouvert au public depuis ce matin, immense vitrine de la technologie mondiale. Chacun a pu admirer les avions d'aujourd'hui et de demain, plongés dans le futur. Patrice Pellet et Claude Sicard. Dans le ciel du Bourget, il y a des engins bizarres comme le Proteus. Presque une libellule, cet avion de recherche haute altitude qui intéresse la NASA. Aujourd'hui, c'est pour les admirer que des milliers de visiteurs passionnés d'aéronautique et d'espace étaient là. Les avions au sol, ils adorent. Mais les voir évoluer, tout le monde vous le dira, c'est encore mieux. C'est superbe à voir, c'est certainement un des plus beaux. Toute la journée, ils sont passés et repassés devant les avions d'aujourd'hui. Mais grâce aux maquettes et aux films d'animation, les portes de l'avenir se sont ouvertes. Voici le Super Concorde qui volera peut-être en 2010. 200 places, vitesse 2200 km/h. Moins bruyant, plus économique que Concorde, mais très cher à développer. Il y a un certain nombre d'éléments importants qu'il faut maîtriser au niveau des matériaux, de la motorisation, qui demandent des plans de recherche ambitieux au niveau de l'Europe, voire du monde entier. Dans la catégorie, on voyage en groupe et pas cher, l'A3X d'Airbus. Entre 600 et 800 personnes prendront place à bord. Des voyages de 20 heures et plus, devenus supportables grâce à des couchettes et à un coin boutique pour se dégourdir les jambes. Pour finir, le rêve de l'armée française, l'avion de transport qui pourrait remplacer le Transat. Capacité d'emport 20 tonnes, un avion qui pourrait voir le jour en 2006. L'arrivée des 24 heures du Mans, après une nuit très chaotique, c'est BMW qui a remporté la 67e édition. Une première victoire pour le constructeur allemand, avec une voiture pilotée notamment par un Français, Yannick Delmas. Reportage Denis Guérin, Valérie Criton. Il est ému aux larmes, Yannick Delmas. Les larmes d'un 4e titre au Mans en 9 participations. Sa joie, il la partage avec toute l'écurie BMW, une écurie qu'on n'attendait pas en si bonne place après 24 heures de course. Jusqu'au bout, les Toyota, grandes favorites de cette édition, ont vendu chèrement leur peau. Pour les Japonais, tout s'est joué seulement 3 quarts d'heure avant le terme de la course, quand le pneu arrière gauche de la monoplace de Suzuki explose en pleine ligne droite. Libérée, la BMW numéro 15 de Dalmas, Martini et Winkelhock peut enfin s'envoler vers la victoire. Sur le podium, le pilote français n'en revient pas. Toutes les courses que j'ai pu faire, j'ai jamais vu une course aussi grande, aussi belle, aussi dure, aussi difficile, aussi angoissante, aussi désarmante aussi, mais avec parfois au bout un succès qui est fantastique. Mais l'image qui aura marqué ces 24 heures, c'est bien sûr le terrible accident survenu hier soir à la Mercedes de Peter Drumbeck. La voiture s'est envolée à plus de 300 km/h, le pilote lui est indemne. La preuve que cette année, les 24 heures du Mans étaient bien le lieu de tous les miracles. Il y a tout juste un an, Éric Tabarly disparaissait en mer au large du Pays de Galles, laissant orphelins des grands navigateurs ou de simples anonymes amoureux de la mer. Éric Tabarly n'aurait pas aimé les hommages grandiloquents. Voici comment on pouvait se souvenir aujourd'hui de celui qui est entré dans la légende, Jacques Deveau. Une fleur à la mer. 60 enfants des écoles de Port-le-Cat ont commémoré l'anniversaire de la mort d'Éric Tabarly. À leur côté, des navigateurs qui doivent tous quelque chose aux marins bretons. Éric Tabarly, dans toutes les générations, faisait l'unanimité, il n'y avait pas besoin d'en parler, il n'y avait pas besoin, et avec mon père surtout, je crois que c'était un lien qu'il y avait entre lui et moi, et quand Éric Tabarly est parti il y a un an jour pour jour, ce lien-là, il est parti.
1964, Tabarly remporte la Transat anglaise et entre dans la légende. Parallèlement, la France découvre sa façade maritime. Et je vous félicite de tout mon cœur. Merci mon général. La navigation de plaisance décolle. Tabarly, au fil de ses victoires et de ses projets, accompagne cet essor. Multicoque, mâts en aluminium, foils, jusqu'à l'hydroptère, sans cesse, il cherche de nouvelles techniques. L'homme a un talent maritime extraordinaire, parce qu'il est toujours et dans l'invention, et dans la recherche, et dans le risque. Voilà, c'est que Tabarly ne gère pas une carrière, il gère une aventure maritime extraordinaire, c'est qu'en faisant des bateaux que personne n'a fait, en faisant des gréements que personne n'a fait. Il inventait des bateaux que personne n'avait jamais vus. On voyait arriver dans les ports des bateaux, personne ne pensait qu'on puisse aller sur la mer avec des engins pareils. Olivier de Kersauzon a navigué 10 ans avec Éric Tabarly. Il est sans doute le navigateur qui le connaît le mieux. Je ne serais pas resté obéir à quelqu'un pendant 10 ans s'il n'avait pas été complètement séduit par les capacités maritimes de l'homme. Et puis en plus, quand je regarde dans le rétroviseur de la vie, je me rends compte maintenant, peut-être un peu assagi, quoique, de l'extraordinaire gentillesse d'Éric. C'est à bord de Penwick 1, le bateau de son père, qu'il avait refait à neuf, qu'Éric Tabarly a trouvé la mort. Lui qu'on croyait à l'abri de ce genre d'accident est tombé à la mer. Curieux signe du destin qui rappelle que même pour un monstre sacré, la mer reste un milieu hostile. Avant de refermer ce journal, cette fabuleuse découverte archéologique en plein désert égyptien, une nécropole de momies couvertes d'or. Pascal Deschamps. Les sables égyptiens n'en finissent pas de dévoiler leurs trésors. Il y avait la vallée des rois, il y aura désormais celle des momies. Car s'il ne s'agit pas de la nécropole la plus ancienne, l'oasis de Bahareya renferme le plus grand nombre de momies jamais découvertes. 200 ont été mises à jour, mais il y en aurait 10 000. C'est un véritable festival de momies. Pour le moment, nous n'avons mis à jour que 4 tombes, mais elles contenaient à elles seules 105 momies. Certaines étaient recouvertes d'or ou de dessins, d'autres étaient encore couvertes de lin. Et nous avons même trouvé des sarcophages intérieurs en céramique. Ces momies ont été enterrées là entre 330 avant Jésus-Christ quand l'Égypte était occupée par les Grecs et 400 après Jésus-Christ quand l'Égypte était romaine. C'est pourquoi différents styles s'y expriment. Les plus anciennes sont recouvertes de masques et de parures en or, d'autres sont enduites de plâtre polychrome. Cette mission archéologique fouillait les sables de Bahareya depuis déjà 4 ans. Il lui faudra plusieurs années pour venir à bout d'un site qui s'étend sur plus de 6 km. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, le déploiement des forces de la paix au Kosovo, avec à Pristina cette cohabitation délicate entre les troupes russes qui contrôlent l'aéroport et les forces britanniques. Négociations difficiles autour d'une zone militaire que réclame Moscou. Madeleine Albright refuse l'idée d'un secteur russe au Kosovo. À Pristina toujours les premiers incidents avec la mort d'un policier serbe et puis l'entrée aujourd'hui des troupes américaines et allemandes. Et puis retrouvons à présent Claude Sérillon en direct du Studio C pour cette soirée spéciale élection européenne. Comment va se dérouler en quelques mots cette émission de la rédaction de France 2 ? Eh bien à partir de 21h50, Béatrice, nous serons ici pour vous donner un taux d'abstention qui sera peut-être un petit peu différent car il y a un grand mot pour cette soirée spéciale élection. C'est sans doute le suspense, l'incertitude, tant d'après nos premières indications, il sera sans doute très difficile de dire qui à droite, qui à gauche sera devant ou derrière l'autre. Vraiment, je crois qu'il faudra faire très attention. Malgré un sondage sorti des urnes que nous vous donnerons en exclusivité grâce à l'IFOP à partir de 22h, sondage réalisé auprès de 17 000 personnes et nous pourrons sans doute là vous donner des fourchettes mais assez larges, donc il faudra être très prudent, mais une nouvelle fois nous serons les premiers à vous donner ces estimations sorties des urnes. Voilà, c'est donc 21h50 le démarrage, 22h le premier sondage sorti des urnes, 22h40 une estimation et toute la soirée, tous les têtes de liste de ces élections européennes seront ici sur ce plateau. Le décor est de Michel Milcan, la réalisation est de Jérôme Revon. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous laisse avec Georges Clounet, Béatrice. Oui, en effet. Merci Claude. D'abord la météo avec Nathalie Riouet, puis en effet à 20h55, urgence. 21h50, vous l'avez compris, les élections européennes, émission spéciale présentée par Claude Sérillon. Minuit, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra entre autres Michel Rocard, Philippe Devilliers et Robert Hue, ainsi que Nicolas Sarkozy. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.